Salut à tous, on se retrouve avec Johan qui a une agence de branding. Est-ce que Johan, tu peux te présenter? Yes, salut, merci Bastien pour l'invite. Alors du coup, moi c'est Johan, donc j'ai une agence de brand design qui s'appelle Attract. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai lancé, mais à la base je suis développeur freelance depuis presque 15 ans maintenant. Voilà, Ok, pour super. faire bref, et expatrié. Ah, ok, je suis expatrié aussi. T'es expatrié ou par curiosité? Maurice, à côté Ah, de la ok, Réunion. sympa. Pourquoi ce choix en quelques mots? Je voulais quelque chose qui soit un peu plus, enfin, dépaysant que ce que je connaissais. Ouais, Tester un endroit où le cadre de vie est ensoleillé, un peu idyllique. Et avoir un endroit aussi où il y a beaucoup d'infopreneurs dans le monde digital, des entrepreneurs en gros expatriés francophones. Donc ok. c'était le meilleur endroit où aller. Ouais, super. Moi de mon côté, je suis en Bulgarie, une bonne communauté française aussi, et c'est ce qui m'a Top. attiré. Pour resituer, donc tu as démarré en freelance dev. Aujourd'hui, ton agence est lancée depuis 1 an. Est-ce que tu saurais nous dire un Ouais, peu quel chiffre tu fais depuis 1 an avec ton agence? ouais. Alors en gros, moi quand j'étais freelance, bah là les 3 dernières années, je faisais entre 120 et 160 000 euros à l'année. Là j'ai lancé mon agence de brand design, j'ai fait à peu près les mêmes chiffres. Sauf que j'ai pas 100% dans ma poche parce que j'ai des prestats à qui je délègue des choses. Mais j'ai très vite fait entre 10 et enfin, on va dire que le pire mois c'était 5 000 de CA jusqu'à 30 000 le meilleur mois. Voilà. Avec ton agence de branding? Ouais. Ah, c'est En propre. ayant 50 à 60% de marge. Ok, et t'as complètement arrêté les prestats dev? Non, en fait, j'ai arrêté pendant juste le temps de lancer l'agence, etc. Donc là, le but, c'est de continuer à faire grossir l'agence, mais je pivote pour du produit beaucoup plus à étiquette. Mais derrière, c'est faire un peu de consulting avec mon expertise de dev, en fait, avec l'arrivée de l'IA, en fait, ça a changé quand même pas mal de choses et ça a un peu rabattu les cartes. J'ai des opportunités là qui sont arrivées entre-temps avec le réseau. Ok, bon super, donc pas mal de choses à creuser. Je pense que ça peut être Ouais. pertinent pour les personnes qui nous écoutent, parce que j'ai beaucoup de freelance qui nous regardent. Comment tu as fait pour passer de freelance à agence? Comment tu as fait pour stabiliser plusieurs années consécutives des chiffres d'affaires autour de 100K, 160K? Parce que c'est le rêve de beaucoup de Ouais. freelance, tu vois, au final. Et derrière, Ouais. ça veut dire que la méthode, tu l'as comprise. Est-ce que tu l'aurais appliquée sur un autre business où tu ne connaissais pas vraiment, quoi? Ouais, ouais. En gros, bah, pour te faire un peu le récap, moi j'ai toujours privilégié le réseau, montrer ce que je faisais, et donc du coup avoir une forte, enfin une grosse valeur perçue pour que les gens se disent ok c'est cette personne-là qu'il faut, et donc toujours être sélectionné. Tu vois, genre le but c'est de pas être comparé en fait avec d'autres personnes, que ça soit le choix obvious de te choisir toi. Mhm. Donc faut donner envie, donc faut soigner les choses. Donc il y a plein de petits trucs à mettre en place pour que ça soit le cas. Et surtout, bah, ne jamais s'arrêter d'aller voir les gens, de faire du réseau. En fait, c'est là où il y a de l'argent qui dort. Euh, Ouais. c'est pas en restant derrière l'ordi que ça tombe tout seul, tu vois. Si tu es freelance et que tu regardes cette vidéo, écoute ça. Tu as peut-être envie d'ajouter 1 à 2 clients récurrents en plus par mois à ton activité. Si jamais la prospection ça marche pas pour toi, que le bouche-oreille ça suffit pas non plus, que tu sais pas par quoi commencer, sache qu'il existe une solution. Une solution qui a permis à Alice de passer de 3 000 à 10 000 euros par mois sans avoir à créer de contenu tous les jours, sans faire de la publicité. Et tu sais quoi? C'est exactement pour des freelances comme toi que j'ai créé l'université des freelances. Et depuis que je suis l'accompagnement de Bastien, j'ai réussi à avoir 3 voire 4 appels de vente en l'espace de 2 semaines. Là, toutes les semaines, j'ai des DM de personnes qui me contactent pour savoir ce que je propose. Et j'ai réussi à passer en octobre du coup un palier assez important avec 15 000 euros de chiffre d'affaires et une très très bonne marge. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 offres maintenant qui sont assez solides, où j'ai pu d'ailleurs en vendre une à 3 900 euros par mois. Il sait exactement de quoi il parle et pour le coup, il maîtrise très très bien son sujet. Et là, au mois de juin, normalement, allez, je dirais ça devrait être entre 7 et 10, on va dire comme ça. Voilà. 7 et 10 000 encaissés. C'est ça, entre 7 et 10 000 encaissés en CA.
J'ouvre que quelques places chaque mois, donc si tu veux développer ton activité dès le mois prochain, clique sur le premier lien dans la description, réserve un appel et on regarde ensemble comment mettre en place un plan d'action à suivre pour signer tes prochains clients rapidement. Comment tu t'y prends pour trouver tes clients? Est-ce que tu fais de la prospection physique, des événements chaque semaine? Est-ce que tu prospectes, tu crées du contenu? Ok, alors moi j'ai souvent en fait fait copain-copain avec les clients avec qui je bossais généralement. Au début, j'allais dans les pépinières d'entreprise ou dans les incubateurs, dans les espèces de coworking. Et, Mhm. et du coup, je sympathisais avec une personne. Après, cette personne me proposait de taffer pour elle. Je taffais bien, donc du coup, les gens me recommandaient à d'autres personnes dans leur entourage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, je prenais toujours le réflexe de demander des introductions dans le réseau de niveau 1, en fait, des personnes avec qui je travaillais. Donc c'est comme ça que j'ai toujours fait. Et c'était souvent de la recommandation. Et parce qu'en fait, je montrais à chaque fois ce que je faisais et je délivrais bien. Donc en fait, ça venait assez naturellement. Et après, les périodes où c'était un peu plus calme, bah, je faisais de la prospection. C'était surtout sur les réseaux. J'envoyais des messages, notamment sur LinkedIn au début. Et en Mhm. fait, après, j'ai fait de la création de contenu sur LinkedIn et en fait, les clients venaient à moi en fait. Et j'ai pu quasiment jamais prospecter, tu vois, entre YouTube et LinkedIn. Ah, c'est ouf. Donc LinkedIn et YouTube, ça a vraiment marché pour toi. C'est quoi ton retour Ouais, d'expérience là-dessus? Parce qu'il y a peu de freelances en vérité qui créent du contenu. Il y en a qui ont peur, ils sont pas à l'aise ouais. au fait de se montrer, de parler de soi. Ouais, bah en fait, au début, je l'avais fait non pas pour trouver des clients, parce que j'en avais déjà en fait, c'était pas trop un problème. C'est juste que je me disais, j'ai envie de stabiliser le truc et de choisir des missions qui sont toujours plus intéressantes. Donc en fait, faire des choses que les autres ne font pas, ça te met déjà sur un piédestal déjà, Mm. et une valeur perçue encore plus élevée. Donc c'était pour ça à la base que je le faisais, mais c'était aussi pour faire une formation pour les devs à l'époque, pour leur apprendre à faire du React. Et en fait, donc j'ai créé du contenu comme ça, mais comme du coup, je vendais une formation, bah, les gens m'estimaient encore plus sur ma capacité à délivrer du travail de qualité sur cette techno. Donc du coup, bah, j'avais des clients qui venaient naturellement aussi, en plus des ventes de formation que je faisais sur YouTube et LinkedIn. Donc là, la chaîne que j'ai là aujourd'hui, c'est ma deuxième. J'en avais une autre avant, qui s'appelait Coding Crew. Et, euh, et du coup, j'avais déjà pas mal de demandes avec pas beaucoup d'abos en fait, en vrai, hein. J'avais quand même pas mal de demandes. Et sur LinkedIn, pareil, tu vois, genre j'ai réussi à faire grossir mon compte au fur et à mesure du temps, mais le fait de partager des choses, ça faisait que j'avais plus de visibilité, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Et en fait, le combo des deux, YouTube plus LinkedIn, ça a été encore plus puissant, clairement. Et là, t'as compris que tu n'allais plus jamais manquer de clients toute ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a un autre levier que j'ai découvert encore récemment, c'est je faisais pas assez de conférences avant, mais là maintenant je pense que je vais en enchaîner et dès que je fais des conférences, j'ai des gens qui m'invitent à des podcasts. Donc là, j'ai fait plusieurs podcasts, dont un là, il y a un des podcasts que j'ai fait avec un de mes clients. Il a fait 60 000 vues. J'ai encore eu plein d'opportunités. Enfin, Ah ouais. ouais, en fait, tu fais une conférence devant des entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là, bah, après, te recommandent et viennent te contacter directement parce qu'ils ont des besoins. Tu bosses pour eux, ils sont contents, ils parlent de toi autour d'eux. Et en plus de ça, ils ont potentiellement de la visibilité. Et ils t'invitent à faire en fait un témoignage ou à parler d'un sujet, une thématique intéressante autour d'eux. Et donc, du coup, ça te ramène des clients. Et donc là, j'ai eu, après une conférence que j'ai fait, donc plein d'opportunités, plus quatre podcasts qui sont arrivés dans la foulée, quoi, avec des Ok, grosses audiences. incroyable. Et parce que pour un freelance qui est autour de 3 à 5 000 par mois, qui crée pas forcément de contenu, qui est plutôt compétent mais invisible, qu'est-ce que toi tu pourrais lui conseiller pour qu'il démarre dans le contenu vu que c'est un levier qui a très bien fonctionné pour toi? Ouais. Bah, ne jamais s'arrêter à faire du contenu, même si on a l'impression que ça floppe. Ok, Euh, Varier les types de contenu. Faire du contenu témoignage client, du contenu éducationnel, un peu de storytelling, mais pas beaucoup. Et en parallèle, relancer le réseau, quoi. Relancer le réseau, essayer de faire croiser des audiences en faisant des lives. Ça marche très très bien. Euh, Tu croises des audiences avec d'autres personnes. Tu fais enfin, des podcasts en plus des lives. Tu fais du network, donc tu vas dans les endroits où il y a des entrepreneurs surtout. En fait, faut pas rester qu'avec des gens qui font la même chose que nous. C'est bien de croiser des audiences avec des gens qui ont les mêmes expertises,
Mm. Mais il faut vraiment aller dans des événements où il y a des entrepreneurs, quoi. Un entrepreneur reste jamais tout seul. Ouais, on bouge tout le temps. Même networker, c'est cool. Moi, je le fais assez souvent. Même toi, j'imagine, t'es parti à Maurice pour Ouais, ça. Donc, ouais, ouais, exactement. Ouais, ça change la vie, hein, en termes d'opportunités et même de mindset. En fait, quand tu vois, genre moi, j'étais quasiment le seul freelance dans mon entourage de mon niveau 1 pendant plusieurs années quand j'étais encore en France. Et que je commence à faire des chiffres intéressants. Mais le fait de m'entourer, tu vois, genre à Maurice, de gens qui vont plus loin, qui font plus haut, qui font des centaines de milliers d'euros par mois, bah, en fait, toi, ça te donne des super pouvoirs, tu vois, genre en termes de possibilités. Chose que avant tu te disais, ouais, il y a des paliers et il y a un plafond. Et en mm. fait, tu te rends compte qu'il y a des choses en fait que tu peux complètement faire, mais c'est juste que tu n'y avais pas pensé, que tu n'avais pas osé le faire. Et donc, je pense que c'est rien que pour ça, c'est bien de s'entourer de gens qui vont là où tu veux aller et qui sont pas forcément en dessous ou au même niveau que toi. Ouais. Et franchement, ça, je le vois vraiment toutes les semaines. Parce que j'ai pas mal d'appels avec des freelances qui veulent candidater ou rejoindre. Et quand je leur demande, ouais, ce serait quoi ton objectif dans l'idéal? J'entends souvent 5 000, stabiliser 4 000 par mois. Hmm. Faut voir plus. Ouais, et c'est pas tant ambitieux en fait, 4 5 000 en vérité. Et en fait, il y en a Non, pour beaucoup moi, qui ont c'est des la base. croyances, c'est ça, C'est ça. et ils ont pas de référence. Je suis sûr que dans l'entourage, ils ont personne qui fait des gros chiffres. Et quand je leur pose la question, ils traînent avec d'autres freelances qui galèrent encore pire que eux en fait. Et Hmm. sur le mental, enfin, Ouais, ça joue, clairement. ça joue forcément. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, ouais, bah ça joue de fou, hein. Enfin, même moi, tu vois, genre, je me suis retrouvé dans une soirée où il y a que des mecs, des multimillionnaires, tu vois, j'étais vraiment le petit poisson, tu vois, genre dans l'aquarium, là, tu vois, genre ce jour-là. ok. Et des mecs qui pèsent vraiment beaucoup. Et en discutant, tu vois, genre on échangeait sur nos business, et ils m'ont dit, oh, toi, t'as encore plein de biais psychologiques qui t'empêchent de passer au-dessus, tu vois. Et en fait, ils l'ont vu juste la manière de penser, pas assez. En fait, je me mettais à des ambitions trop basses. Mais après, c'est aussi, ils ont un autre spectre. Euh, en fait, eux, ils en sont à un stade où ils sont passés par là où je suis passé, mais quelques années avant. Ouais. Et forcément, c'est biaisé aussi de leur côté, mais n'empêche que tu le vois, en fait, qu'ils voient encore plus loin devant. Chose que moi, pendant longtemps, je me suis arrêté de faire. Je me suis toujours dit, OK, ma situation, elle ne pourra pas évoluer, et j'ai pas essayé de trouver des solutions de pallier à ce problème-là. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de freelance qui sont bloqués à 4 5 000 euros, qui se disent pas, c'est possible déjà d'arriver à 100K ou 200K à l'année, donc je vais pas chercher à aller plus loin, tu vois. Donc c'est déjà le premier truc, c'est voilà, ton environnement va t'aider à ouvrir les yeux, et le fait que tu vois qu'il y a des gens qui y arrivent, tu vas te dire bah, c'est possible aussi que je puisse le faire, et tu vas trouver des raccourcis, forcément. Mm. Ouais, c'est clair. Que ce serait quoi du coup tes meilleurs conseils pour une personne qui fait 4 5 000 et qui veut taper les 100K, 200K, donc ça fait 8 15K par mois, donc faire x4, x5 sur son chiffre d'affaires Ouais, par bah rapport augmenter au... ses prix déjà. Ok, Augmenter ses prix, gagner en valeur perçue, récupérer un max de preuves sociales. des En fait, tu peux témoignages. pas augmenter. Ouais, c'est ça. Tu peux pas augmenter tes prix si derrière ta valeur perçue elle est éclatée, quoi. Ouais, Faut que les gens comprennent que la première chose que la personne voit quand tu vas la voir, c'est ce qu'elle a de dispo en ligne, tu vois, genre ce que tu veux lui montrer. Mais le problème, c'est que tu peux lui montrer un CV, tu peux mytho, si des gens parlent à ta place et que tu arrives à partager des témoignages comme toi tu le fais sur ta chaîne, hein, euh, bah voilà, il y a rien de mieux. Tu vois, c'est même pas toi qui te vends, c'est quelqu'un qui vend en fait tes services. Mm. Et c'est encore mieux si tes clients partagent, tu vois, genre les success stories qu'ils ont en disant, bah voilà, j'ai fait appel à telle personne. Du coup, tu fais ça fois le nombre de clients que tu as eu, ou à chaque fois qu'il y a des success stories chez ton client, que tu passes ton temps à accumuler ces petits trucs et en fait à faire des intérêts composés sur tout ça, bah forcément, sur un an, ça n'a rien à voir en fait. Il faut être patient quand même. Travailler et être patient. Ouais, mais tu peux accélérer les choses en fait. Rien que déjà le fait d'aller chercher des clients plus premium qui ont de l'argent,
Travailler pour des mecs qui ont des plus gros budgets, c'est de suite plus facile, tu vois. Et souvent, tu vois, genre un client qui paye pas beaucoup, c'est pour ça qu'il faut augmenter ses prix. C'est un client qui est chiant, le mec qui va te relancer tout le temps. Enfin, le mec il a pas de budget, donc forcément, il veut être sûr que ça fonctionne avec toi, donc il va te saouler. Un mec qui a de l'argent, généralement, il se focus sur des trucs qui ont vraiment de la valeur pour lui. Il va pas passer son temps à te fliquer. Il sait que s'il a fait appel à toi, c'est parce que tu es le meilleur et il te fait confiance. Donc ça, c'est déjà quelque chose à avoir en tête. Et donc du coup, après, quand tu travailles pour un mec qui a de l'argent et qui te recommande, bah, il te recommande pour des gens qui ont aussi de l'argent. En fait, les gens qui ont de l'argent, on traîne avec des gens qui ont de l'argent. Enfin, c'est con, Ouais, hein, mais c'est vrai. généralement, c'est pas par intérêt, mais c'est que généralement, les gens qui ont du succès, ils sont avec des gens qui ont du succès, quoi, dans leur réseau, par définition. Donc, Mm. Et donc, pour trouver des clients qui ont de l'argent, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que ça passe, enfin, toi, par rapport à ton expérience, est-ce que c'est grâce au contenu que tu les as eus? C'est le networking, de la prospection? ouais. Le contenu, je le mettrais en premier parce que le contenu, c'est ce qui a fait que les gens, après, quand j'allais les voir physiquement, ou même quand j'envoyais des messages, ou quand j'ai chopé certains clients, c'était grâce à mon contenu parce qu'en fait, ils voyaient que c'était quali. Une fois que j'avais ça, après, la confiance, elle est directement instaurée, quoi. J'ai pas mes preuves à faire, tu vois. Tu restes dans l'esprit des gens, en Je fait. peux, Même quand ouais, tu les exactement. oublies en networking. Je peux te donner un exemple concret. Il y a des gens qui sortent de nulle part que je ne connaissais pas, qui font beaucoup d'argent dans leur business. Et la première fois qu'ils ont parlé avec moi, bah, je savais pas qui c'était. Quand je regardais sur Internet, ça me donnait pas envie, tu vois. Et alors que le mec, il brasse, tu vois. Et tu te dis, bah, en fait, c'est dommage, je me fais une idée de que il est nul, en fait. Alors qu'en fait, non, son business, il est bon, tu vois. Et c'est juste parce que je n'avais que ça à me mettre sous la dent et que t'as pas envie d'aller creuser, en fait. Il y a enfin, il y a trop de choses à faire, t'as pas le temps. Donc si le mec il fait pas l'effort de montrer qu'il vaut la peine, je vais pas aller gratter, je vais aller voir son concurrent. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Et donc c'est encore pire si le mec en plus il est nul et qu'il montre rien, bah il est mort. Mais euh, pour moi, montrer ça devient quelque chose d'indispensable en 2026. Tu vois, genre ça l'était déjà depuis quelques années. Mais aujourd'hui, enfin, encore le plus. marché est tellement sophistiqué que tu es obligé de trouver des solutions. Donc montrer, pour moi, c'est le dernier asset. La visibilité et le contenu, c'est ton dernier asset, ce qui va te permettre de sortir du lot, en fait, hein, et d'être le choix par défaut. Ok. Ouais, super intéressant. C'est vrai qu'il y a des freelances qui postulent à des offres de recrutement ou autres, mais vu qu'ils n'ont pas de branding, en fait, enfin, il y a même des freelance designers, ils n'ont pas de branding pour eux-mêmes. Ouais, Ils n'ont aucune valeur perçue ouais, du marché, ils se bah, démarquent pas. ça, c'est le premier truc que je dis à mes clients qui viennent et qui. Genre, je sais plus si c'était un client en motion design ou qui faisait des LP, je sais plus. Je sais plus à qui je l'avais dit, mais je sais qu'on le dit souvent à nos clients. C'est, bah, écoute, c'est bien, mais là, t'essaies de vendre des prestats, tu vois, genre de design, mais ton profil, il est pas beau, quoi. Genre, est-ce que ça donne envie? Est-ce que tu te dis que la personne va se dire, putain, il va me faire un truc de ouf, alors que son profil, il est moche, tu vois? C'est con. En plus, t'es dans un métier visuel. Les gens qui te regardent majoritairement sont dans des métiers visuels. Donc, soigner leur devanture, c'est obligatoire. Sinon, Mm. tu donnes pas du tout envie aux gens d'aller tester tes services. Quand t'es dev, c'est un peu différent, mais par contre, il faut montrer des choses, tu vois. Genre, tu peux faire des vidéos où tu montres des trucs que tu as développés, où tu fasses des articles ou des sujets assez bien documentés sur le net. Il y a plein de façons de le faire. Et ça va donner confiance. Mais si t'as rien, forcément, bah, que t'as 100 gus qui sont en train d'envoyer leur CV en même temps que toi, bah ouais, bah là, tu joues un peu au loto, quoi. Moi, ça Mm. m'intéresse pas de jouer au loto. Ah, c'est compliqué de gagner en plus. Bah non, Ok. ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de laisser la chance au travers de tout ça, tu vois. Mm. Et donc, comment t'en es venu à passer de freelance dev à monter une agence de branding? Est-ce que tu avais des appétences en design? Pourquoi basculer de business model? Ouais. Alors, moi, mon frère est designer depuis bah, autant que moi en termes de dev. Donc, à peu près 15 à 16 ans, lui. Et, euh, et du coup, j'ai toujours bossé avec lui. Mon père aussi était designer à la base. Donc, en fait, j'ai Mm. toujours baigné dedans. Et moi, j'ai toujours aimé les choses esthétiques. Donc, quand je développais des apps, c'était des apps qui étaient super élégantes, fonctionnelles,
je voulais qu'en fait tout soit parfait, tu vois. Et faire de l'intégration pixel perfect, que ce soit pour des landing pages, des sites web, des applis mobiles ou des applis desktop, tu vois. Même du jeu vidéo, j'en ai fait. Donc il fallait toujours qu'il y ait des assets qui soient carrés. Donc en fait, c'est un milieu que je connaissais bien sans pour autant que ça soit quelque chose que je sois capable de faire moi-même. Et pourquoi j'ai choisi de faire une agence de brand design, c'est que je savais que je voulais plus échanger mon temps contre de l'argent. Et donc le meilleur moyen de faire ça, c'était de faire un business où je peux pas être dans l'opérationnel, tu vois. Hmm. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est que je Ok, connaissais bien, mais pour autant je pouvais pas le faire moi-même. Donc je d'accord. suis en capacité de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais par contre je peux pas le faire. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien dans ton agence? Est-ce que tu as recruté? Enfin, j'imagine que tu es moins dans l'opérationnel vu Ouais. que tu as une équipe. On est, j'ai 3 prestats. En fait, j'ai ma femme et 2 prestats à temps plein, un copywriter et un designer, et j'ai euh, 3 autres designers en part-time ponctuellement. Ok, donc vous êtes 5-6 quoi au total dans ces eaux-là. Ouais, ouais, en gros. C'est Ok, ça. c'est cool. Et c'est quoi les services que tu peux proposer, par exemple? Alors là, aujourd'hui, on fait de la brand sur les réseaux sociaux, orienté conversion. En gros, c'est pas juste du design, c'est on refait carrément les funnels sur les réseaux sociaux. Et là, on est en Mhm. train de pivoter, aussi parce que j'ai bien networké aussi à Maurice et certains de mes clients sont spécialisés dans faire des funnels pour d'autres clients à étiquette. Ils prennent un cut, en fait, un pourcentage sur des funnels, hein, donc d'infopreneurs qui vendent des infoproduits. Et donc le but, c'est de faire toute la partie delivery en version premium branded attract, tu vois, Ok, de ces gens-là en done for you, incluant marketing, ads, réseaux sociaux, landing page, les automations, tout quoi. Ils ont juste à gérer le closing, les appels de leur côté et délivrer leurs produits, quoi. donc Donc on est en train de tu faire ça. t'occupes de tout le funnel ou juste de la partie branding sur le funnel? Tout, de A à Z, Tout le ouais. funnel. Ok. Ouais. Ah, c'est du taf, c'est autre chose ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, on pivote là-dessus parce que c'est déjà ce qu'on fait, mais uniquement sur les réseaux sociaux. Ok, Euh, et donc là, le but, c'est de faire vraiment du high ticket, tu vois. Genre arrêter de vendre des prestats à 1000 balles. ok. Parce que par exemple, pour des brands de réseaux sociaux, pour les plus petits tickets que tu as, est-ce que tu peux donner un peu les chiffres? Enfin, je sais pas si tu veux rester vague sur Ouais, tes bah là, offres. c'est. Ouais, non, 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 non. Là, c'est 990, la refonte complète. Copywriting avec analyse profil idéal, avec son cast neuromarketing. T'as donc tout le copywriting de ton profil sur les réseaux, orienté sur un objectif, c'est quoi? Prendre une inscription, vendre, prendre rendez-vous. Ensuite, on fait bannière, photo de profil, les liens du bloc externe et la bannière aussi de l'entreprise si tu en as une. Donc en fait, le but c'est que ça soit déjà carré sur LinkedIn et après on a des demandes sur YouTube, X, Insta, tous les autres réseaux. Et donc en fonction des réseaux, on décline et on rajoute un fee par réseau. Et donc là aujourd'hui c'est ça, donc c'est à peu près, j'ai ticket moyen, ça doit être entre 1000 et 1200 euros par client. Sauf que j'ai pas de recurring, et ça me fait chier. Moi je veux du recurring. Ok, Euh, et c'est pour moi, ça me saoule de vendre même des trucs en dessous de 4000 euros, tu vois, aujourd'hui. ok. Non, c'est bien, t'augmentes tes standards. T'appliques les conseils des riches, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que, en fait, j'ai fait que augmenter mes prix au fur et à mesure, j'ai augmenté la qualité au fur et à mesure. Et là, j'arrive à un stade où je veux du recurring, mais du high ticket. Ok. Mais en vrai, c'est propre, hein, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui proposaient du branding LinkedIn, donc bannière, refonte du profil, logo, les couleurs, tout ça. Et les prix, c'est 200 balles. Toi, tu vends à 1000 balles. Ouais. Ouais, mais Et c'est parce qu'en fait, on n'a pas la même niche. Et parce que eux, ils font du design, tu vois. Nous, on fait pas, ouais, on se vend pas comme agence de design. Ok, déjà, on fait ça et on est meilleur que la majorité des gens sur le marché parce que j'ai passé du temps à recruter. J'investis beaucoup plus en ads pour recruter qu'en ads pour avoir des clients. Je fais tout en organique. Donc, euh, donc déjà, de ce constat-là, forcément, je chope le gratin en termes de prestat, que ce soit copywriting ou design. Donc déjà, ok. là, de base, à 90% du temps, vu que les gens le font eux-mêmes, ils sont pas délégués,
S'ils sont pas bons, c'est compliqué, ils vont pas se remplacer, tu vois. Moi, mon but, c'est d'avoir le meilleur du copywriting, le meilleur du designer à chacun à leur poste. Donc moi, je m'en fous, je suis pas dans l'opérationnel, je suis dans le marketing. Donc mon but, c'est de recruter les meilleurs Gus, d'avoir un produit qui soit meilleur que tout le monde et que visuellement déjà, les gens se disent, ok, bah, c'est déjà mieux chez lui, donc je peux payer plus cher pour avoir mieux. Ça, c'est le premier truc. J'augmente mes prix, donc j'attire des clients aussi qui ont plus de moyens. Deuxième truc. Et, et derrière, on fait de la conversion. Donc en fait, nous, on a des spécialités aussi assez accrues sur le neuromarketing. Ça, c'est le métier de ma femme, qui est psychanalyste à la base. Donc du coup, là-dessus, déjà, on sait comment parler à un prospect pour qu'il achète. Et après, combiné au copywriting et au design, on sait comment faire un profil qui va convertir plus. Donc en fait, ok, tu vas payer 990 balles chez moi, mais derrière, ça va t'en ramener beaucoup plus. Là où si tu vas juste prendre 200 balles dans un design chez un concurrent, ou même 90 balles, j'ai vu, tu auras du design, mais ok, ce sera peut-être pas du design premium, mais en plus de ça, tu auras un copy de merde, un profil qui va pas convertir, donc en fait, ça sert à rien. Ok. Parce que du coup, ce que tu vends, si je synthétise, c'est vraiment de la conversion. En fait, tu vends pas du design. Ouais, C'est ce qui te démarque exactement. vraiment et qui permet d'augmenter tes prix. Exactement. Et en fait, je vends ce qui marche pour moi, en fait. Mhm. Et moi, j'ai déjà des clients, en fait, qui ont eu des gains, en fait, par rapport à ce que j'ai fait, et j'ai pu le prouver, tu vois. Donc ça me permet de signer et de vendre toujours plus cher. Et derrière, là, on pivote dans le sens où on va se rendre indispensable et on va tout gérer pour les infopreneurs. Voilà, le but, c'est vraiment qu'ils nous laissent vraiment le funnel complet, que ce soit sur les réseaux, les landing pages, les automations, tout de A à Z. Et ils ont juste à prendre les appels, à vendre. Et même ça, je pense qu'on va le proposer en fait avec des closers. Mais que du coup, en fait, ils aient juste à faire leur produit et le délivrer, en fait, c'est tout. Ok, Tu vois. c'est propre. Et donc, comment t'en es venu à développer ces compétences en marketing? Parce qu'à la base, tu es dans la tech, Mhm. tu as des attraits pour Ouais. le branding, l'aspect esthétique. Parce que c'est un Sur la- problème que sur- beaucoup de personnes rencontrent. C'est qu'ils sont très bons techniquement dans leur métier, mais ils sont Mhm. pas multi-compétences ou polyvalents sur les parties copywriting, marketing, vente, contenu. Ouais. Euh, Sur la partie marketing, copywriting, vente et tout, ça, je me suis forcément formé moi par le passé parce que j'ai vendu de la formation, donc j'ai dû apprendre le marketing, faire du Ok. contenu, etc. Et au fur et à mesure des années. Donc ça fait 3 ans que j'en fais vraiment. J'ai fait de l'accompagnement à étiquette, pas comme tu le fais là, où je vendais des offres d'accompagnement à 4000 euros. Donc j'ai appris à vendre en appel. J'ai fait des milliers d'appels. Donc je sais comment closer, etc. Donc j'ai appris par moi-même. Copywriting, j'ai forcément dû réécrire des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois mon profil, des dizaines de fois mes LP, etc. Et j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionne pas. Plus, je me formais, je me suis fait accompagner, j'ai claqué 20 000 balles dans des accompagnements par-ci par-là. Enfin, dans un accompagnement, 20 000 balles, après d'autres à 5 6 000. Et en fait, tu t'apprends, en fait. T'apprends. Après, tu recrutes des gens qui font mieux que toi les choses quand tu vois que ça marche. Mhm. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est des trucs que j'ai appris sur le tas parce que ça m'intéressait, mais aussi parce que c'est nécessaire quand tu veux faire de l'argent en ligne. Être bon techniquement, ça fait pas tout. Ok. En fait, être bon techniquement, c'est bien en fait à partir du moment où le client il a signé avec toi, mais avant, en fait, c'est pas ça qui va. À moins que quelqu'un te dise, ce mec-là, il est fort, mais si le gars il connaît personne qui a fait appel à tes services, qu'il a rien à voir sur toi, sur Internet, forcément, c'est pas la tech qui va t'aider là. Donc c'est pour ça. Et la partie design, je sais reconnaître quelque chose de bien fait, mais je ne saurais pas le produire. Donc ça, je suis obligé de le déléguer dès le début, tu vois. Ok. Ouais, donc c'est vraiment ce qui t'a permis de booster tes compétences actuelles, en fait, de les rendre visibles Ouais, et c'est ça. de te montrer impactant au marché. Exactement. Et au Et aussi final, parce que je trouvais que c'était le meilleur moyen. En fait, c'est un métier extraordinaire, le métier de designer, hein. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais euh, juste pour la perspective, c'est que moi, j'ai aidé des back-end développeurs, c'était ou des ops infra, archi, c'est les mecs qui font vraiment des choses qui se voient pas. ils mangent des C'est chiffres. compliqué ouais, en gros, c'est compliqué même des business analysts, des data scientists et tout, c'est compliqué de mettre en avant ce qu'ils font, tu vois.
Quand tu es designer, tu fais un truc, un product design, que ce soit de l'UX, peu importe. C'est facile à montrer en fait, c'est visuel. Tu vois, donc en fait, de base, ça parle directement aux gens. Donc à partir du moment où tu montres juste ce que tu fais, déjà de base, t'as un avantage de fou. Tu vois, si tu travailles bien, c'est pas possible en fait que t'aies pas de clients. Donc aussi, tu montres ce que tu fais, etc., et que t'as toujours pas de clients, c'est qu'il faut peut-être se remettre en question et travailler plus son côté artistique, et travailler son inspiration et être meilleur dans ce que tu fais. Mais un bon designer, c'est super dur à trouver, hein. Moi, j'ai claqué beaucoup d'argent pour essayer de trouver des gens via ads et j'ai filtré des milliers de profils pour au final en sélectionner que deux, tu vois. Ok, ah ouais, waouh. Ah, c'est ouf quand même. Donc, si t'es bon en tant que designer, que tu travailles le truc, surtout avec l'IA, tu peux te booster et que tu montres ce que tu fais, t'auras jamais de problème, surtout sur X et LinkedIn, à te faire des clients. X, LinkedIn et YouTube, c'est c'est vraiment ouf. C'est quoi le plus puissant d'après toi? Des trois? X, ça commence à être pas mal pour les designers pour montrer ce qu'ils font. Mais en Marché fait, tu français ou peux. marché US? Moi, sur X, je ferais full anglais. Je ferais Ouais. full anglais. Euh, je posterai des vidéos, des images, etc. Et je taguerai aussi des gens qui ont une bonne communauté, qui sont connus, etc. J'essaierai de faire un réseau avec ces mecs-là en montrant que je sais ce que je sais faire. Enfin, je montre ce que je sais faire. Et après, sur LinkedIn, je le ferai dans la langue natale, donc FR. Donc, où je reposterai de manière différente ce que j'ai mis sur X. Et sur YouTube, je fais du contenu format long. Et le format long, je le découpe en plein de contenus courts que je republie aussi sur X et LinkedIn, en fait. Donc, en fait, sans refaire de doublons, mais remanier du contenu que j'ai créé sur une plateforme sur les autres. Ouais, c'est une Mais les cool trois, en vertu. fait, pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est différent. Et je Mhm. pense que sans avoir à passer trois plombes à faire à chaque fois du contenu unique sur chacune des plateformes, tu peux utiliser les trois en même temps pour être présent sur les trois, mais sans que ça te prenne trop de temps. Mm. Ouais, c'est clair. Et par rapport à ce que tu as pu remarquer, souvent, qu'est-ce qui bloque les gens en dessous des 10K par rapport à ton retour d'expérience sur des freelances, des designers, peu importe? Ils savent pas se vendre. Ok. Numéro 1, ça, d'après toi? Bah, ils savent pas se vendre, ça regroupe plein de choses, hein, mais c'est déjà ils se vendent pas assez cher ou alors ils ont pas trouvé le modèle en fait qu'ils font qui pourrait faire du gros chiffre, soit tu vois genre une espèce de souscription mensuelle. Tu prends juste des clients à étiquette et tu peux en cumuler peut-être trois quatre. Mhm. Soit ils ont pas productisé leur service et du coup ils peuvent pas faire du forfait vite, tu vois. Genre vendre des projets genre à 50K qui pourraient faire en un ou deux mois max, tu vois. Pourtant j'en connais. En fait, je connais beaucoup de seniors dev. J'ai des Mhm. centaines et des centaines de gens que j'ai accompagnés. Et en fait, il y a des gens qui sont seniors qui vont rester stackés à 450-500 euros jour Ok. pendant des années. Et j'ai des juniors qui viennent de sortir sur le marché. Là, ça fait un an qu'ils sont freelance. Ils ont juste un an d'XP. Et les mecs, ils signent des projets au forfait. Ça marche très bien. Et ils sont, ils sont sur des projets à 50-60K. Et ils en font 3 ou 4 dans l'année, tu vois. Donc, Ok. Juste parce qu'ils je pense savent mieux se que vendre, ils savent mieux ils créer savent mieux d'offres. se vendre. Ils productisent mieux. En fait, en dehors de en fait, ils sont moins bons techniquement, mais par contre, sur l'aspect trouver les bons filons, productiser leurs services et les vendre cher, ils savent faire quoi. C'est ça la Ouais. différence en fait. C'est ça qui fait que à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui faisait mieux, plus d'argent, c'est pas mieux, hein, plus d'argent qu'un autre, c'est soit techniquement c'est vraiment un mec qui met un gap à tout le monde, mais dans ce cas-là, ça c'est normalement censé être très rare. Et sinon, la majorité du temps, c'est juste que le mec, socialement, il est plus apte à créer des relations et à mieux vendre aussi, donc les deux, quoi. Ouais. Ok. Et ça, c'est même un truc
souvent les profils qui ont plus de bagou, plus d'audace, même s'ils sont juniors, derrière, 4-5 ans après, c'est eux qui recrutent les seniors devs pour bosser pour eux. Exactement. C'est injuste, mais Exactement. c'est comme ça que le marché il marche en fait. Il faut jouer avec les règles Non, du marché. pour moi, ouais, c'est même pas injuste, c'est la loi du marché, quoi. En fait, si vous voulez faire plus d'argent, en fait, faut apprendre à sortir de votre zone de confort et apprendre à vendre, à créer du network, à prospecter. Et c'est plus ça qui va faire la diff, quoi. Mm. Et pas s'obstiner à essayer de vendre ses services à des gens qui n'ont pas d'argent, en fait. Ça, c'est un gros problème que je vois. Les freelances s'obstinent à envoyer des messages à des gens ou dans des niches où il n'y a pas d'argent, en fait. Forcément, ça va être beaucoup plus douloureux pour une personne de lâcher 1000 balles si elle n'a pas un gros porte-monnaie. Et en fait, surtout, même si elle fait du gros CA, c'est pas le CA qu'il faut regarder, c'est combien il lui reste à la fin pour son activité, tu vois. Et combien de ROI tu peux lui amener en faisant du taf pour elle. Alors qu'un mec qui a déjà un business qui tourne, etc., même si tu peux lui faire gagner 5% de conversion, et le mec il a des revenus tellement élevés que 5% c'est quand même énorme pour lui. Donc en fait, tu peux vendre des trucs beaucoup plus chers. Et pour lui, c'est même pas douloureux. Parce qu'il a la trésor, il a le cash. Ouais, c'est clair. Franchement, merci beaucoup pour l'interview. De Est-ce que rien, tu as avec encore plaisir. un sujet ou une question, un truc que tu veux dire, un mot de la fin? Là, comme ça, je vois pas. C'est plutôt, je dirais, apprenez à prospecter, à surtout faire une offre. Tu vois, Mhm. genre, je pense que aujourd'hui, se vendre à la journée, enfin, c'est pas rentable, Ça surtout révolue, ouais. avec l'IA aujourd'hui. Ouais, faut tout faire au forfait. Se créer des process, essayer de trouver une niche en fait business qui est réplicable pour pas que vous ayez à refaire à chaque fois la même chose et toujours revendre en fait des gros tickets et en fait modifier juste une base existante. J'ai envie de te dire 20% peut-être de la base existante, mais au moins c'est là que tu vas devenir profitable en fait. Tu Mm. auras un vrai business, tu seras plus freelance vraiment, tu vois. Tu t'échangeras plus ton temps en tout cas. Ouais, c'est ça. Voilà, toujours peut-être un peu, mais après tu peux le déléguer, ça par contre, si ça fonctionne bien. Mm. Franchement, merci beaucoup pour l'interview. C'est beaucoup de valeur. Je pense que c'est l'une peut-être des meilleures que j'ai pu faire en termes de retour d'expérience, de valeur. Donc très très bien C'est parti. gentil. Je te remercie. Bah, c'était un plaisir en tout cas.